Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pod Cyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui sera le premier épisode de la quatrième saison du Pod Cyclette. Et oui déjà. Et cet épisode inaugural de la quatrième saison portera sur les Strade Bianche. Donc c'est la première course à laquelle j'ai décidé de m'intéresser cette année 2025. Et donc les Strade Bianche, évidemment, c'est une course qui est très intéressante. C'est parfois la meilleure course de l'année. Un peu moins quand il y a un ogre qui s'appelle Tadej Pogacar qui l'écrase, mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Donc on va faire un petit épisode assez court pour se mettre en jambe pour le début de la saison. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le parcours, pour rappeler quand même ce que c'est un petit peu l'Estrade Bianche. Donc pour rappel, l'Estrade Bianche, c'est un peu plus de 200 km désormais dans le nord de l'Italie, en empruntant notamment les chemins blancs et avec énormément de dénivelé positif. Donc la difficulté vient du dénivelé, du fait qu'on soit aussi tôt dans la saison, et puis de ces graviers sur les chemins blancs qu'on croise, qui demandent un peu d'adresse, qui ont un mauvais rendement, donc c'est plus difficile en montée, c'est beaucoup plus difficile en descente. Bref, c'est une course superbe, surtout quand il fait beau, on a des paysages magnifiques, il y a de la poussière partout, c'est trop bien. Mais en termes de parcours, ça évolue un petit peu. Alors pour rappel, l'an dernier, l'Estrade Bianche, il y avait déjà une première innovation avec un parcours qui était plus long que d'habitude. C'est-à-dire que jusqu'en 2023, il me semble que c'était à peu près 180 km, et à partir de l'an dernier, on est passé à 215 km de course. Donc comme si c'était pas assez difficile, on a décidé pardon, de corser un peu la chose en dépassant cette fois-ci les 200 km. Donc ce qui lui permet un peu plus d'avoir ces galons de classique à suivre dans le calendrier et qui, je pense, dans la tête des organisateurs, a pour but de se rapprocher un petit peu d'être le sixième monument. Mais bon, ça c'est une question qui est pas forcément très intéressante de se demander si c'est un monument ou pas l'Estrade Bianche. Toujours est-il que du coup, 215 km depuis l'an dernier, cette fois-ci, en plus cette année, on a rajouté un 16e chemin blanc, donc pour ajouter encore plus de difficultés. Donc quand même, si on se penche sur le parcours, si on fait un petit résumé, donc je le disais, la course fait 215 km. Donc voilà, on passe par 16 secteurs blancs, donc par les chemins de gravier, et au total, ça fait près de 80 km le secteur blanc. Donc c'est pour vous dire la difficulté du truc, c'est quasiment une course de gravel et un dénivelé positif qui est pas loin de 4000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment un énorme chantier cette course. Et c'est pour ça qu'on a toujours des scénarios qui sont assez décousus, il se passe des choses assez différentes. L'an dernier, évidemment, bon, pas besoin d'en parler, c'est l'avènement du Tadej Pogacar 2.0 qui écrase tout et qui a écrasé toute la saison. Il a l'air d'être parti sur les mêmes bases cette année, donc ça c'est cool pour le suspense, évidemment. Mais donc bref, l'an dernier, Tadej Pogacar qui part à 80 km de l'arrivée, vous le savez, tout le monde le sait, voilà, c'est le nouveau cyborg qui débarque et qui met 3-4 minutes à tout le monde. Il se relève un peu à la fin, donc je crois qu'il finit qu'avec 2 minutes 45 d'avance sur le deuxième. Mais voilà, c'était vraiment pour montrer l'ampleur de l'exploit. Certes, il n'y avait pas Van Aert ou Van Der Poel cette année-là, mais bon, il y avait quand même des gros concurrents. Il y avait Pidcock qui était le vainqueur de l'an dernier, par exemple, etc. Et ça ne lui a pas empêché de mettre 3 minutes dans la vue de tout le monde. Donc, si on regarde vite fait le classement de l'an dernier, on avait eu Tom Skynes qui avait fait une très belle deuxième place devant Maxime Van Gils. C'était aussi un petit peu la course de la révélation pour Maxime Van Gils. On sentait qu'il allait faire une belle saison et là c'était la confirmation. Et Tom Pidcock qui était quatrième était à 3,50. Le cinquième Mohoric à 4,26. C'est pour montrer l'ampleur des écarts. Et puis dans le top 10, on avait trois Français quand même. Benoît Cosnefroy qui avait fait sixième, Lenny Martinez huitième et puis Christophe Laporte dixième. Donc voilà, ça c'était la course de l'an dernier. Et si on revient sur un résultat un peu plus standard, on va dire, une course plus normale, sans l'ogre Pogacar, on peut par exemple parler de la course de 2023, qui avait vu donc Tom Pidcock s'imposer, donc qui avait attaqué lui aussi de loin, mais qui avait mieux géré sa course et qui avait réussi à résister au retour des poursuivants. Et malheureusement, dans les poursuivants, le deuxième c'était Valentin Madouas, qui avait fait une super deuxième place, à seulement 20 secondes de Tom Pidcock. Bon, évidemment, Pidcock avait pu se relever un petit peu à la fin, donc on va dire qu'il avait 30 secondes de marge, mais voilà, c'était une super deuxième place de Valentin Madouas dans un beau groupe de poursuivants, où il y avait aussi Tige Benoît, Rui Costa, Attila Valter ou encore Matej Moric. Et aussi qu'à noter que cette année-là, pardon, Romain Grégoire avait fait huitième. Donc voilà, ça c'était pour les scénarios de course. Donc c'est quand même une course qui se décante très tôt en général et il arrive parfois qu'il y ait deux coureurs qui arrivent pour le sprint dans la dernière montée finale de Sienne. On se souvient du duel Alaphilippe-Fugelsang par exemple, ou alors de l'année où il y avait Alaphilippe, Van Der Poel et Bernal, si je dis pas de bêtises. Mais donc ouais, c'est quand même une course qui se décante très tôt.
et qui est rendu super difficile par ces chemins blancs et puis le dénivelé positif qui est tout simplement infernal. Enfin bref, c'est une course très dure et qui fait en général du grand spectacle. Donc ça, c'était pour le parcours et les scénarios des dernières années. Rapidement, un petit point sur la météo avant qu'on se penche sur les favoris. Il devrait faire chaud samedi. Donc oui, c'est ce samedi la course, hein. N'allumez pas votre télévision dimanche, c'est ce samedi. Et en termes de météo, on attend quasiment 15 degrés autour de Sienne. Donc météo assez chaude pour un début de mois de mars, avec un peu de nuages, mais globalement assez ensoleillé. Et en fait, c'est le cas sur toute la semaine a priori. Donc on aura des chemins blancs qui devraient être très secs, donc avec de la belle poussière pour faire des belles images. Et donc en termes de technicité, ça aura son impact, parce qu'il y a des coureurs qui sont plus à l'aise quand c'est mouillé, sur ces chemins blancs, notamment tous les cyclo-crossman, etc., les VTTistes. Là, c'est sec, donc ça sera encore une course un peu différente qui pourra convenir plus ou moins à certains coureurs. On sait que l'an dernier, par exemple, il avait fait aussi assez beau et chaud, donc c'est un scénario qui avait bien convenu à Tadej Pogacar. Ça sera peut-être aussi le cas cette année, et c'est donc pour ça qu'on va se pencher sur les favoris de cette édition 2025 des Strade Bianche. Et pour ça, vous le savez, ce qu'on fait dans l'émission, on va sur un site de parieurs sportifs, si c'est Winamax, c'est pas une incitation à parier, mais on regarde les cotes qui sont données par les bookmakers. Ça permet d'avoir un avis assez, comment dire, global et puis objectif sur les favoris de la course et de regarder un peu quelles sont les stratégies qui pourraient être mises en place par les différentes équipes du peloton. Donc, en termes de favoris, le favori numéro un, c'est bien évidemment Tadej Pogacar. Donc, d'après les bookmakers, là, il est coté à 1,25 pour la victoire. Je ne sais pas si vous vous représentez de ce que ça veut dire. 1,25. On parle d'un mec qui compte 180 coureurs dans un peloton, et la cote pour qu'il gagne est à 1,25, ce qui veut dire qu'en gros, il a 3 chances sur 4 de gagner, au moins. Donc voilà, tout simplement, c'est juste fou de montrer à quel point ce mec-là est favori sur cette course-ci. En même temps, il faut dire que Tadej Pogacar, depuis la saison 2024, il marche sur l'eau. Il avait marché sur l'eau l'année dernière au Strade Bianche. La start list est à peu près de la même qualité. Il n'y a pas de raison que ça se repasse différemment cette année. Surtout qu'on a vu qu'en 2024, il avait cette forme tout du long et qu'en début de 2025, il a juste fait le tour de l'UAE où il s'est un peu amusé. Il s'est pas trop livré non plus, on va pas se mentir. Il a quand même gagné le classement général de manière assez facile, hein, avec une 14 d'avance sur Giulio Ciccone. Heu, il s'est amusé sur une étape de plat, à aller faire un peu n'importe quoi, à partir dans des échappées pendant 100 kilomètres. Il a fait un chrono à fond sur du plat, il a failli, rattraper Joshua Tarling en termes de temps, donc bon voilà. Le Tadej, il a l'air plutôt en forme et puis en général, c'est quand même quelqu'un qui réussit assez bien à fixer ses objectifs et à les atteindre. Donc on se doute que là, l'Estrade Bianche, ça sera une course sur laquelle il risque de briller et puis après, il sera en forme probablement pour la suite des classiques. Donc on rappelle cette année, Tadej Pogacar, il a un programme pardon, qui est assez spécifique, qui est très axé sur les classiques. Il va faire Milan-San Remo, ensuite le 3 et Gand-Wevelgem pour préparer le Tour des Flandres, peut-être Paris-Roubaix en surprise, donc ça on sait pas encore, il laisse planer le suspense, on verra bien, puis ensuite il fait les classiques ardennaises avant de faire le Critérium puis le Tour de France. Programme très chargé en classique, mais donc la première, c'est l'Estrade Bianche. A priori, on se pose pas trop de soucis pour lui, il sera en forme, et puis il aura une belle équipe, comme toujours évidemment. Donc autour de lui, il y aura une équipe très solide, Filippo Baroncini, Isaac Del Toro, Félix Rochardner, Domen Novak. Tout ça, c'est des mecs qui grimpent assez bien, des gros équipiers. On a vu Isaac Del Toro très en forme cette année. Domen Novak, ça tourne bien la papate aussi, il grimpe bien. En plus, petit nouveau dans l'équipe cette année, Florian Vermeersch. Florian Vermeersch, c'est pas trop un grimpeur, donc le dénivelé positif, c'est pas trop un truc qui va lui faire plaisir. Mais Florian Vermeersch, c'est un mec qui est très à l'aise sur les pavés notamment, et donc il est pas trop mal sur les chemins blancs des Strade Bianche. Donc c'est un atout aussi important pour Tadej Pogacar, Florian Vermeersch. Surtout qu'on a vu cette année que sur l'UAE Tour, il était pas trop mal en montée. Il s'est un peu amélioré depuis qu'il est arrivé chez UAE. Donc oui, il a changé d'équipe, il est passé de la Lotto à la UAE. Est-ce que son niveau global va un peu augmenter grâce aux méthodes d'entraînement et puis aussi aux méthodes connexes, on va dire, de récupération, etc. Bon bref, toujours est-il que ça fait une équipe énorme, et encore on n'a pas parlé de Tim Wellens. Évidemment, Tim Wellens, l'équipier fidèle de Tadej Pogacar. Tim Wellens, pas besoin de le présenter. Sur les Strade Bianche, son pire résultat c'est 13e, qu'il a fait 3 fois. Sinon, il est toujours dans le top 10. Il a déjà fait 3e en 2017. Et donc là, sur les 2 dernières années, par exemple, il fait 13e en l'arbinant pour Tadej Pogacar. Ça va, c'est pas trop dégueulasse.
Donc Tim Wellens, équipier très très solide, fidèle, aucun problème. Ça sera sûrement lui la rampe de lancement de Tadej Pogacar, donc pas trop de soucis à se faire pour lui. Pogacar sera très bien entouré. Reste à savoir quelle sera plus spécifiquement la stratégie mise en place. Est-ce qu'on attaque encore dans le Monte San Maria comme la fois dernière, sauf que là maintenant il est à 100 km de l'arrivée, donc c'est un peu différent. Est-ce qu'on attaque à 80 km pour faire comme l'année dernière, ou est-ce qu'on attend un petit peu plus? Parce qu'on a un gros bloc de classiques qui arrive et on veut pas trop non plus se cramer sur l'Estrade Bianche. Moi, j'aurais dit d'instinct que cette année, Pogacar allait attaquer un peu plus tard. Donc je le vois bien attaquer à 30, 40, 50 km grand maximum. Ceci dit, quand je le vois faire n'importe quoi sur les étapes de plat autour de l'UAE, on n'est pas totalement à l'abri d'un Pogacar qui attaque de très loin. Donc on verra comment ça va se faire. Évidemment, même s'il a un ennui mécanique, franchement, il peut crever 2 fois, je pense. Et il est toujours favori. Parce qu'on sait que ça met un peu de temps à dépanner dans les Strade Bianche, hein. Quand on a des cortèges qui sont immenses, avec des voitures qui sont à 3 km derrière les coureurs, ça prend un peu de temps pour se faire dépanner. Après, il a des très bons équipiers qui peuvent aussi lui filer leur vélo ou leur roue. Donc même s'il a un problème mécanique, franchement, et puis il a un tel niveau au-dessus des autres que bon, s'il a une minute à reprendre, il peut la reprendre. Donc je vois pas trop ce qui pourrait embêter Tadej Pogacar cette année. Donc évidemment, l'énorme favori, c'est pas pour rien qu'il est coté à 1,25. Peut-être que le suspense réside plutôt dans la stratégie qu'il va adopter. Est-ce qu'il va encore, comment dire, faire jouer le Tadej Pogacar malin qu'on connaît, qui veut jouer avec les autres, qui s'amuse, qui fait des blagues et attaquer de très loin, aussi pour un peu forger un peu plus sa légende, ou est-ce qu'au contraire, il va courir un petit peu plus à l'économie et assurer le coup en attaquant à 30-50 km de l'arrivée? C'est une question. En termes de suspense, je ne sais pas ce qui serait le mieux, pour être honnête, parce que s'il attaque, si son équipe contrôle de fou et qu'il met une banderille à 30 km, plus personne ne le reverra, et puis 30 km, c'est pas assez pour faire une défaillance. S'il s'amuse à faire comme au championnat du monde, à attaquer à 100 bandes de l'arrivée, et que derrière ça s'entend un petit peu, ce qui n'est vraiment pas une certitude, hein. En général, dans le vélo, on sait que ça a du mal à faire converger les intérêts. Bah, peut-être qu'il y aura plus de suspense s'il attaque à 100, à 120 bandes de l'arrivée, et qu'il y a 2 minutes, et qu'il y a encore 2 minutes, 50 bandes plus tard, et que là on se dit, bah ouais, mais à un moment, tout seul, il va un peu galérer. Mais bon, Tadej Pogacar est un surhomme, donc je me fais pas trop de soucis pour lui, et bien évidemment, c'est l'immense favori pour cette course. Ensuite, le deuxième favori pour les bookmakers, il est coté à 10, donc 10, c'est quand même une grosse cote. C'est Thomas Pidcock. Thomas Pidcock, évidemment, le vainqueur de l'édition 2023. On rappelle quand même, l'élément le plus important de Tom Pidcock, c'est qu'il a changé d'équipe cet hiver, qu'il a signé chez Q36.5. Et donc, bah, évidemment, il se retrouve tout de suite avec des coéquipiers pardon, beaucoup moins forts que ce qu'on a l'habitude de voir chez la Ineos, par exemple. Et donc, Tom Pidcock, évidemment, c'est un coureur qui va bien. On le rappelle quand même, son petit palmarès sur l'Estrade Bianche, c'est 3 participations. Donc une victoire, je le disais, en 2023, et sinon c'est cinquième et quatrième. Donc ça vous place quand même le bonhomme sur la carte. Évidemment que c'est un parcours qui lui convient bien. C'est un puncher, ça monte, super pour lui. Il est très adroit sur son vélo. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a des chemins blancs, donc il peut faire la différence quand ça monte, dans les virages, quand ça descend. Bref, pour un redoutable Tom Pidcock sur une course comme l'Estrade Bianche, c'est peut-être la course du calendrier qui lui convient le mieux, pour être honnête, en termes de profil et puis de revêtement. En plus, en termes de début de saison, il a l'air pas trop mal pour l'instant. Je vais pas dire exceptionnel, mais pas trop mal. Sur le Het Nieuwsblad, bon, pas lui demander grand-chose. Ça a fini au sprint, il fait 38e. Qu'est-ce que vous voulez? Sur la Tour, il l'a gagné en remportant les 2 étapes de montagne. Donc là, il était assez impressionnant sur le Alou La Tour. La mise de Tom Pidcock. Après, en termes de, comment dire, de concurrence, c'était pas non plus la folie, hein. Mais bon, toujours est-il qu'il a quand même gagné ce Tour de la Lula. Et ensuite, il y a eu le Tour d'Andalousie, où il fait troisième du général en gagnant une étape de montagne. Mais il s'est fait piéger sur la première étape, et donc finalement, c'est Pavel Sivakov qui est le leader au général. Donc là, il y avait un peu plus de concurrence. Il finit comme des mecs, devant des mecs pardon, comme Maxime Van Gils ou Tim Wellens. Mais bon, derrière Clément Berthet ou Pavel Sivakov. Donc pas trop mal en ce début de saison, Tom Pidcock. Mais on va pas dire non plus qu'il est dans la forme de sa vie. Bon, j'attends de voir un peu. Là, ça va vraiment être la première course qui est adaptée à son profil dans sa nouvelle équipe pour voir quel est son état de forme et ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire parce qu'il me semble qu'en 2024, il fait quand même une deuxième partie de saison où on l'a un peu oublié, même s'il avait plutôt bien commencé. Donc
Il a gagné l'Amstel l'an dernier notamment, pour rappel, mais il s'était un peu éteint, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Tom Pidcock sur une course avec beaucoup d'adversité qui convient à son profil. Donc j'ai un peu hâte de voir comment il va faire. Et puis je le disais, son équipe, elle est très faible hein, quand même. Ses meilleurs équipiers, c'est peut-être Fabio Christen. C'est pas Yann Christel, hein, c'est Fabio Christen, c'est le frère. Mark Donovan, pourquoi pas, qui grimpe un petit peu. Après, sinon, il y avait un gars comme Gianluca Brambilla. Mais bon, Brambilla, si c'était il y a 10 ans, je l'aurais mis dans le favori, pas favori, mais il aurait fait top 10, quoi. Là, il a 37 ans, le gaillard, ça commence à être un peu compliqué. Donc, équipe très très faible hein, pour Tom Pidcock, donc on verra comment il s'en sort. Il faut absolument pas qu'il ait de problèmes mécaniques. Et puis après, bah, il pourra pas prendre la course à sa main. Il faudra vraiment jouer avec les quelques grosses équipes qui seront présentes en force, en plus de la UAE, je veux dire. Donc, ouais, on verra le comportement de Tom Pidcock, mais en tout cas, ça sera intéressant de voir comment il va la jouer. Et puis, ça nous donnera un peu des clés sur la suite de sa saison, parce que il sera quand même invité sur des grosses courses comme l'Estrade Bianche. Il pourra pas participer à tout parce que son équipe n'est pas World Tour et qu'elle sera pas toujours invitée. Après, c'est quand même un coureur qui est assez spectaculaire que les organisateurs aiment bien inviter, pardon. Donc, on aura probablement la Q36.5 invité sur pas mal de belles courses, mais il aura jamais de grosse équipe autour de lui. Donc, Tom Pidcock en période pardon, de réadaptation, ça sera intéressant de voir comment il va courir. Donc ça, c'était le deuxième favori, coté à 10, et le troisième favori, il est coté à 25, et c'est Tom Skynes. Donc là, comme ça, Tom Skynes, on se dit ouais, bof. Il a quand même fait une saison 2024 vraiment très très solide. J'ai beaucoup aimé. Euh, le problème, c'est que je sais pas trop s'il va participer. Là, pour l'instant, il est annoncé par le Winamax sur la course, mais sur Pro Cycling Stats, je ne le vois pas encore dans la start list. Donc c'est difficile de se positionner. Donc on va parler globalement de l'équipe Lidl Trek, comme ça sera fait. Évidemment que si Tom Skynes est au départ, ça sera un beau concurrent. L'an dernier, il a vraiment fait une super course, donc il finit deuxième, on le disait. C'est un profil qui lui convient bien, c'est un coureur très abnégatif, j'allais dire, non ça se dit pas du tout, avec beaucoup d'abnégation. Mais quand même, ça sera peut-être le leader d'une très belle équipe Lidl Trek. Donc Lidl Trek avec beaucoup de coureurs qui ont des profils qui peuvent convenir à cette course, l'Estrade Bianchi. On a Jasper Stuyven, Andrea Baggioli, Bauke Mollema, donc ça c'est des coureurs vraiment expérimentés qui ont de quoi briller sur cette course-là. On a aussi Quinn Simmons. Quinn Simmons, on se souvient qu'il a fait des très belles perfs sur cette course-là. Matthias Vacek qui est très en forme. Et puis un jeune aussi avec Albert Philipsen. Donc Philipsen, vraiment le gros crack de l'an dernier. Bon, il a que 18 ans. Là, ça risque d'être un peu compliqué pour lui de briller quand même sur l'Estrade Bianche dès sa première année. Il est très très jeune. Il a quand même fait meilleur jeune du Tour Down Under en tout début de saison. On verra ce qu'il va donner. Après, qui sera le leader? Bah, ça sera peut-être plutôt une équipe un peu protéiforme ou proliforme, je ne sais pas quel est le terme, mais Quinn Simmons, moi j'aime bien. Il a fait 7e en 2022, 12e en 2023, c'est un profil qui lui convient bien. Il a fait 8e sur la Faune Drome Classique, donc a priori état de forme à peu près ok. C'est quand même un coureur qui a atteint un palier, je dirais, parce que moi je l'attendais un peu plus haut au moment où il a explosé. Mais là, depuis 2-3 ans, il stagne un peu. Donc on verra comment il va être sur ces Strade Bianche. Bauke Mollema, je pense que l'époque du leadership est un peu révolue. 38 ans, 39 en fin d'année, donc ça sera un équipier de luxe, je pense, un lieutenant pour ces Strade Bianche, même si c'est un profil qui lui convient très bien. Jasper Stuyven, début de saison un peu faible quand même. Pour Stuyven, vous savez que c'est un coureur que j'aime beaucoup. C'est un profil qui peut lui convenir, peut-être un peu trop de dénivelé positif, mais bon, c'est un coureur qui est assez à l'aise sur les Flandriennes, donc on peut se dire qu'il peut briller. Mais peut-être que le leadership sera plutôt partagé entre Badioli et Vacek, je pense. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où Tom Skynes n'est pas présent, ce qui est pour l'instant annoncé. Badioli, seulement 25 ans, mais bon, c'est quand même un coureur assez costaud. Il a fait 5e sur la Drome Classique, donc ce qui dénote quand même un peu de sa qualité. Et puis après, sur les Strade Bianche, c'est un profil qui peut lui convenir. Pour l'instant, il n'a jamais fait de résultats très probants sur cette course-là. Mais il a déjà fait des beaux résultats sur des courses très longues, sur des monuments. Donc, on se souvient notamment du Tour de Lombardie, je crois que c'était en 2023, si je dis pas de bêtises, où il fait deuxième derrière Pogacar. Donc, c'est un coureur qui a de la caisse, il est capable d'enchaîner des efforts assez longs. Donc, assez curieux de voir ce que va faire Andrea Baggioli. Puis Matthias Vacek, pardon, très très jeune, hein.
Seulement 22 ans, Matías Vacek, mais il a été très impressionnant dans ce début de saison. Moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire le Vacek. Je sais pas si c'est le profil qui lui convient le plus. Il grimpe pas trop mal, mais il y a peut-être un peu trop de dénivelé positif, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire et quelle sera la stratégie de la Lidl Trek. Ça dépendra probablement assez fortement de la présence ou pas de Tom Skynes, évidemment. Mais sinon, j'aime bien la compo qu'il y a autour de Lidl Trek, dans la Lidl Trek, pardon. Après, de là à savoir qui sera le leader, c'est un peu difficile. Je vous disais sur Winamax, donc on considère que Tom Skynes est coté à 25, même si sa présence est un peu incertaine. Et puis par contre, ils mettent quand même Matthias Vacek à 30. Donc ça c'est vraiment un témoignage de son début de saison qui est assez réussi. Donc on verra comment la Lidl Trek va la jouer. En tout cas, c'est une équipe qui a de la marge de manœuvre. Bon, évidemment, on n'est pas sur un niveau d'un Pogacar, mais ils ont plusieurs cartes assez fortes. Donc s'ils arrivent à rester à plusieurs dans le final, ils auront la capacité de jouer la course d'équipe. Ça sera très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Donc je disais Tom Skins côté à 25, le troisième favori, mais on ne sait pas s'il sera là. Matthias Vacek côté à 30. Et ensuite on monte à 40 déjà. Donc là je vous dis c'est seulement le cinquième favori, et pourtant il est déjà coté à 40. Et c'est notre ami Ben Illy. Et oui, Ben Illy, c'est vraiment l'invité mystère à chaque course. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec Ben Illy. Donc pour l'instant, il est annoncé sur la course plutôt comme leader de l'équipe IF. À noter que dans l'équipe, il y aura aussi un gars comme Rui Costa. Rui Costa, c'est quelqu'un qui a brillé sur l'Estrade Bianche. Il y aura Samuele Battistella, qui a un profil pas trop mal. Il y aura Richard Carapaz. Richard Carapaz, il fait un début de saison très poussif. Bon, après, c'est toujours comme ça avec Carapaz, hein. Il choisit très bien ses objectifs et il y a plein de courses où il est archi transparent. Moi, je vais pas trop miser sur lui pour l'Estrade Bianche. En revanche, Benili, euh, bah, c'est un mec sur courant alternatif, hein, tout simplement. On se souvient de son début de saison 2023, je crois, qui était impressionnant. 2024, un peu en demi-teinte quand même. Là, pour l'instant, il a fait 30e de la Faune Drôme classique. Donc c'est pas folichon, folichon, mais évidemment, c'est un parcours qui lui convient très bien. L'an dernier, il fait 12e, mais on sait avec Ben Yeli, ça peut être tout ou rien. Donc c'est pour ça qu'il est coté si haut, je pense. C'est très probable qu'il fasse 50e. Je vais pas vous le cacher. Mais si jamais il atteint son pic le plus haut, vu qu'il a des pics très forts, on va dire en termes de hauteur et de basseur, ça se dit pas du tout, mais de bassesse, il est capable d'être vraiment très très fort comme très très nul. Les bookmakers estiment que c'est pas impossible qu'il fasse un bon résultat, pourquoi pas un top 5, pardon. Donc c'est pour ça que Benili est coté à 40. Donc je vous le disais, je pense que ça sera quand même le leader de cette formation IF. On a des beaux coureurs, même Archie Ryan, c'est pas trop mal. Michael Valgren, bon, ça commence à être un peu âgé, mais on a des coureurs pas trop mal, mais bon, je pense que Benili sera le leader. Rui Costa, c'est trop vieux. Et puis, Carapaz, c'est trop inconstant. Et je pense pas que ça soit un de ses objectifs principaux. Donc, pas sûr qu'il soit très en forme, le Richie. Donc, a priori, Benili côté à 40. Mais bon, ne vous attendez à rien ou à tout avec Benili. Ensuite, côté aussi à 40, on a Peyo Bilbao. Et oui, Peyo Bilbao qui devrait être le leader de la Bahrain Victorious. Alors, je suis un peu chafouin. Je vais pas vous mentir parce que la Bahrain Victorious n'a pas aligné Lenny Martinez, n'a pas aligné Santiago Buitrago, qui sont des coureurs qui sont plutôt en forme. Lenny Martinez, il me semble, il fait 7e l'an dernier. Donc moi, j'avais très envie de le revoir, mais bon. La Bahreïn a joué avec une équipe un peu plus faible, très clairement, là. Il y a Peyo Bilbao, et puis Matej Moric. Après les autres, ça sera vraiment de l'équipier qui sera très loin, donc ça sera soit l'un, soit l'autre. Pour les bookmakers, c'est plutôt Peyo Bilbao qui est coté à 40, alors que Moric est coté à 75. Bon, en réalité, on est sur des cotes tellement très élevés, pardon, que l'un ou l'autre, c'est possible. Donc, si on commence d'abord par se concentrer sur Peyo Bilbao, il fait un début de saison assez réussi, hein. Troisième du Tour de la Communauté de Valence, donc voilà, c'est pas trop mal. Troisième en ayant fait deuxième d'une étape, il se classe derrière Buitrago, son coéquipier en plus. Donc il y a aussi la course d'équipe qui rentre en jeu dans ce genre de choses. Et derrière Joao Almeida, mais devant Arensman, McNulty, Carlos Rodriguez, donc c'est un bon résultat pour Peyo Bilbao. Et puis sur l'UAE Tour, qui fait troisième au classement général. Donc il y a évidemment Pogacar, mais il y a juste Ciccone devant lui, à 5 secondes, si je dis pas de bêtises, mais il a super bien géré son ascension, notamment, je me souviens de la dernière étape, où on s'est dit, il est un peu loin, et en fait, finalement, sur Jebel Afet, il a très bien géré, contrairement aux autres, et il a fait une remontée canon. Donc, Peyo Bilbao, c'est
évidemment un coureur sur lequel il faudra compter. Il commence à avoir 35 ans, ça fait un peu de la bouteille pour Pello Bilbao, mais je pense qu'il a encore une belle saison devant lui. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a déjà performé à de nombreuses reprises sur l'Estrade Bianche. Il y a participé 3 fois. Il n'a pas participé l'an dernier, mais sinon à chaque fois en 2021, 2022 et 2023, il était là et il fait toujours top 10. Meilleur résultat, cinquième. Donc ouais, évidemment, Pello Bilbao, ça sera une carte à surveiller. En termes de profil, ça lui convient. C'est un coureur très résistant aussi, donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Et puis si on regarde du côté de son comparse de la Bahrain Victorious, Matej Mohoric. Mohoric, début de saison anonyme hein, pour l'instant. Bon, il n'y a pas eu trop de chaussures à son pied pour l'instant. On sait que ses gros objectifs, c'est les Flandriennes et un peu avant Milan-San Remo. Mais évidemment, sinon, c'est un parcours qui lui convient bien. Euh, il a déjà fait des très très beaux résultats sur l'Estrade Bianche, un peu à l'image en fait de Pello Bilbao, mais là, sur ces 2 dernières éditions, il fait sixième et cinquième. Donc voilà, ça vous place un peu le monsieur. Sinon, il avait fait aussi 11e en 2018, donc c'est un parcours qui lui convient à Matej Mohoric. Donc on verra s'il est en forme et on verra quelle sera la stratégie d'équipe qui sera mise en place par la Bahrain Victorious. Ensuite, côté à 50, Isaac Del Toro, qui sera très clairement équipier de Tadej Pogacar, ça fait aucun doute que Pogacar sera leader unique. Et ensuite, un Français, Kevin Vauquelin, qui est coté à 50. Donc Kevin Vauquelin qui sera le leader de l'équipe Arkea. Arkea qui a quand même une équipe assez faible, hein, on va pas se mentir. Mais on a Kevin Vauquelin qui est là, qui fait un début de saison pas trop mauvais. Bon, il a gagné l'étoile de Bessèges, mais c'est un peu compliqué de parler de l'étoile de Bessèges, étant donné qu'il y a la moitié de l'équipe, des équipes pardon, qui sont parties, la moitié de la course, parce qu'il y a eu ce problème de sécurité, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Kevin Vauquelin, 23 ans, 24 cette année, bah, après une très belle saison l'an dernier, c'est l'année de la confirmation. Ceci dit, c'est un peu long quand même, il sera débianqué, c'est une course très usante. Il a fait 21 l'an dernier. J'ai peur qu'il soit encore un peu tendre sur sur des étapes si longues. Je veux dire, sur un truc, un grand tour, Tour de France par exemple, où il a gagné l'an dernier, sur des étapes de 200 bornes, ça peut le faire. Sur un classement général d'une étoile de Bézèche, ce genre de choses, ça va. Il a quand même fait deuxième de la Flèche Wallonne, mais la Flèche Wallonne, c'est pareil, c'est assez court en termes de distance. Donc, j'ai un peu peur que ça soit trop long pour Kevin Vauquelin. Donc là, il est coté à 50. Donc, comme étant la meilleure chance française pour les bookmakers, à égalité avec un autre coureur dont on va parler juste après. Mais, ouais, moi j'ai pas archi confiance en Kevin Vauquelin malheureusement, j'ai peur que ça soit un peu trop dur, mais je ne demande qu'à ce qu'il me fasse mentir. Je vous parlais d'un autre coureur français parce qu'en fait il y a une ribambelle de coureurs qui sont cotés à 50. En même temps, 50 c'est quand même une cote qui est énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais il y a Romain Grégoire qui est aussi coté à 50, qui est probablement le meilleur espoir français pour cette course-ci, je pense. Ça n'est que mon humble avis. Donc Romain Grégoire qui devrait être à peu près le leader de la Groupama FDJ, qui ramène une très très belle équipe. Donc tout d'abord, on va commencer par Romain Grégoire, évidemment, qui a gagné la Faune Ardèche Classique. Bon, pareil, dans des circonstances un peu douteuses quand même, hein, avec, bon, pas douteuses, lui, il a choisi la bonne route, les autres se sont trompés, c'est de la faute des autres. Mais ça manquait un peu de concurrence, et il fait quand même une très très belle place sur le Tour d'Algarve, quatrième, donc derrière Vingegaard, Almeida et Lorenz de plus, mais devant des mecs comme Charman, Powless, Van Wilder, Primoz Roglic, Jan Christen, Morgado, Matthias Vacek par exemple. Donc ça montre la qualité de Romain Grégoire en ce début de saison. Évidemment, c'est une course qui lui convient bien, je pense. C'est un coureur qui est assez endurant. L'an dernier, il a craqué. Il a fait 39e. On l'attendait plutôt lui que Lenny Martinez, mais c'est Lenny Martinez qui a brillé. En revanche, en 2023, il a fait 8e. Je pense que Romain Grégoire a atteint un stade de maturité et une caisse physique nécessaire pardon, pour faire un très beau résultat sur ses Strade Bianche. Donc on le rappelle, il a eu 22 ans en ce début d'année. Pour moi, c'est vraiment notre carte maîtresse côté français. Et je pense qu'il y a moyen de viser un top 10, voire un top 5. Moi, je me mouillerais même en disant qu'il va peut-être aller chercher le top 5, Romain Grégoire. Et pour ça, il sera très bien entouré, parce que la Groupama FDJ, c'est aussi une des formations qui fait un peu rêver. Je vous avais parlé de la qualité de la Lidl Trek. Je trouve que la Groupama FDJ n'est pas en reste non plus. Donc en termes de start list, on a Valentin Madouas qui est présent. Alors Madouas, ce sera sa, je sais pas si ça sera la course de la révélation pour cette année, mais là, il a couru en début de saison, c'était un peu moyen, quoi. Donc, on verra s'il arrive à se relancer. On sait que c'est évidemment une course qui lui convient bien, puisque je le disais, il avait fait deuxième en 2023.
L'an dernier, il était un peu loin, il a fait 2000 en 2024, il a fait 15e. Sinon, il fait 21e et 20e dans ses précédentes éditions. C'est bien le problème avec Valentin Madouas. Sur le papier, je dirais que la course lui convient peut-être encore mieux qu'à Romain Grégoire, mais c'est un coureur assez inconstant. Heu, il est super endurant, donc une course comme ça avec beaucoup de dénivelé, de la distance, des graviers, alors que lui, il est très chaud sur les pavés aussi. Normalement, c'est vraiment un profil qui est parfait pour lui. Il était vraiment pas loin de la gagner en 2023, sans Pogačar évidemment. Mais bon, c'est monsieur inconstance, Madouas, c'est le gars qui tape une saison anonyme en 2024 avant de faire deuxième aux Jeux Olympiques, donc difficile à dire quel sera l'état de forme de Valentin Madouas, mais s'il est en forme, on pourra forcément compter sur lui. En termes de belles cartes, on a aussi David Gaudu. David Gaudu qui a fait le Tour d'Oman où il a fini troisième. En revanche, il a chuté à l'entraînement récemment, donc il devait participer à la classique de la Faune, Ardèche et Faune Drôme, mais il a dû abandonner. Enfin, il n'est pas partant, donc on verra. Pour l'instant, il est toujours annoncé, mais on verra quel sera son état de santé, et donc pas certain qu'il soit à 100% de ses moyens. Le petit problème avec David Gaudu, c'est qu'il a jamais fait l'Estrade Bianchi aussi. Même si sur le papier, c'est un profil qui le convient bien. On rappelle, David Gaudu, c'est quand même quelqu'un qui a fait troisième de Liège-Bastogne-Liège, donc une course comme l'Estrade Bianchi, ça peut très bien lui convenir. Là, avec un état de forme incertain et le fait que ce soit sa première participation, c'est quand même une course très technique en termes de placement, de revêtement, donc je pense que ça sera plutôt quand même Romain Grégoire le leader. On verra comment ça va jouer dans l'équipe Groupama FDJ. Ils peuvent jouer plusieurs cartes aussi. Pourquoi pas aussi Quentin Paché, qui pourrait être une belle carte à jouer. À mon avis, ça sera plutôt en équipe de luxe, mais c'est aussi un coureur qui peut être assez à l'aise sur ce genre de terrain. Donc, très belle équipe Groupama FDJ. Et moi, je vois vraiment bien un petit top 5 de Romain Grégoire. Là, sur Winamax, donc, quand je disais Romain Grégoire est à 50, Valentin Madouas est à 75. Donc, ils ont pas mal d'espoir en Valentin Madouas. Et puis après, David Gaudu à 300. Donc, on voit vraiment soit Madouas, soit Grégoire. C'est vrai que sur le papier, c'est ceux qui ont les profils les plus adaptés. Après, en parlant de forme, je pense quand même que la forme est plus dans la dynamique de Romain Grégoire que de Valentin Madouas. Même si c'est une course qui pourrait très bien convenir à Valentin Madouas, et vous savez à quel point j'adore ce coureur. Bref, c'était fini pour la Coupe AMFDJ, on passe au suivant. Lennart Van Etvelt qui est coté à 50. Donc Lennart Van Etvelt qui sera le leader de la Lotto Destiny. Enfin, je crois que maintenant ça s'appelle Lotto seulement. En l'absence de Maxime Van Gils qui est parti chez les Red Bull. Euh, qui est assez faible quand même, hein, la Lotto Destiny. Enfin, Lotto tout seul, pardon. Et donc Lennart Van Etvelt devrait être le leader. Lennart Van Etvelt, il a juste fait le tour de l'UAE et il s'est fait prendre dans une cassure, je crois, dans une étape, donc il a perdu pas mal de temps en général. Bon, voilà. Il a fait 11e l'an dernier, il avait fait un beau parcours avec Maxime Van Gils, donc potentiel candidat au top 10. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour lui. Ensuite, côté à 50, là ça devient intéressant, on a aussi Marc Hirschi. Et oui, Marc Hirschi. On a parlé de la trajectoire un peu particulière de Tom Pidcock, qui avait changé d'équipe pour se retrouver chez la Q36.5. Et bah, Marc Hirschi, il a fait un peu un truc similaire en allant chez la Tudor. Tudor qui sera une équipe assez faible hein, quand même. Là pour l'instant la compo est pas encore annoncée en complet, mais ça serait Florian Stork, son meilleur équipier. Donc pareil, Marc Hirschi, il va falloir se cacher, ne pas avoir de problème technique et puis prier pour que les autres fassent une course qui lui convienne un peu en termes de stratégie. Marc Hirschi par contre n'a jamais performé sur les Strade Bianche, même si c'est un profil qui lui convient évidemment bien. Il a jamais performé, donc on verra. C'est pour ça qu'il est coté, je pense, seulement à 50, parce que sinon, sur son état de forme, il fait un début de saison plus que correct. À part la Faune-Ardèche classique, évidemment, où il s'est trompé de chemin comme un idiot. Mais sinon, c'est évidemment un coureur qui est plutôt en forme, qui a un profil qui peut convenir au Strade Bianche, mais bon, il a jamais performé, donc c'est ça le petit bémol. En plus de, évidemment, son équipe qui est archi faible. Donc on verra. Je pense Mark Hirschi, c'est un peu le même combat que Tom Pidcock, mais en moins fort. C'est-à-dire, profil qui lui convient bien, mais pas d'équipe, donc va falloir pas crever, et se cacher, et savoir attaquer au bon moment. Côté à 50, on a une ribambelle de coureurs, on a aussi Tim Wellens dont on a déjà discuté. Et ensuite on passe à 75, donc je vais pas tous les citer. On va repasser quand même rapidement certaines équipes en revue, parce que j'aurais bien aimé en parler, mais ils n'ont pas de coureurs très bien cotés. Euh, à noter que chez les Alpecin de Koenig, on a Gianni Vermeersch. Donc, Gianni Vermeersch,
C'est un profil qui lui convient bien. Après, il a déjà 32 ans. Il a fait 14e en 2021. Donc peut-être pourquoi pas pour un top 10. Mais sinon, il y a un coureur qui m'intéresse un peu en plus de Quinton Hermans. Quinton Hermans, on sait que c'est un coureur qui peut briller sur ces courses-là, mais ça fait quelques temps quand même que Quinton Hermans est un peu en dessous des attentes qu'on a de lui. Donc je le vois pas trop performer, mais j'aimerais bien voir ce que va faire Emile Verstringeux. Je sais pas si vous regardez le cyclocross. Emile Verstringeux, c'est un jeune coureur issu du cyclocross. Donc il est belge, il a seulement 23 ans. Et donc là, je le connaissais pas trop sur route pour être honnête, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire sur les Strade Bianche. Donc ça sera la petite curiosité du moment. J'ai pas parlé d'équipe Cofidis, parce que ils ont pas de mec très bien coté, mais il y a quand même Alexa Rambo qui sera présent normalement. Dylan Tuns, je pense que ça sera plutôt Dylan Tuns le leader. Il y a aussi Yon Izagirre, mais Izagirre ça commence à vieillir. Dylan Tuns qu'on a vu mon deuxième de l'étoile de Bessèges, mais c'est un peu compliqué à analyser. Sinon, c'est un profil qui lui convient très bien. Donc on verra s'il est capable d'aller chercher un top 10 pour l'équipe Cofidis. Ça leur ferait pas trop de mal en termes de points ici. Et puis Alex Aramburu, début de saison un peu anonyme chez Cofidis pour l'instant, même si c'est un profil qui sur le papier lui convient bien. Il a fait en 2021, il a fait 22e et en 2023, 16e. Donc candidat au top 10 si jamais ça se passe très très bien, mais ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Je veux parler quand même de la Decathlon AG2R. Decathlon AG2R qui a des coureurs assez moyens, on va dire. Enfin, il n'y a pas de quoi aller chercher un top 10, je pense. Bon, on a quand même par exemple un Clément Berthet. Clément Berthet qu'on a dit en forme sur le Tour d'Andalousie. Donc pourquoi pas, s'il arrive à maintenir la forme. On verra bien s'il est capable de le faire. Bastien Tronchon, on sait que c'est un coureur qui a pas trop de mal quand c'est des trucs en chemin blanc, donc pourquoi pas pour lui. Il a fait 26e l'an dernier, c'était sa première participation. Ça peut être l'occasion de s'améliorer. Stan de Wulf aussi, pourquoi pas. Enfin, un beau résultat. Jordan Labrosse, qu'on a vu pas trop mal sur les courses cette année. Euh, j'ai notamment le souvenir de la Classica Argent Interior où il était dans le bon groupe. Donc pourquoi pas. Qu'il y ait un de ces petits coureurs, un de ces jeunes d'AG2R qui fasse un beau score. Un top 10, ça serait très cool pour eux. On va parler évidemment des Ineos Grenadiers, parce que là, ils ont pas trop de favoris, mais il y a quand même Kwiatkowski. Kwiatkowski, c'est pas un coureur qui a l'habitude de gagner quand même, surtout qu'il a un rôle d'équipier depuis qu'il est chez Ineos, mais il a gagné la Classica Rennes Interior, donc voilà, sur un profil assez vraiment similaire. Il a aussi profité un peu de la course d'équipe des Ineos, mais évidemment, c'est un coureur qu'on ne peut pas ignorer sur ce genre de profil. Il a gagné 2 fois, quand même. Kwiatkowski, cette course-là, l'Estrade Bianche, en 2017, en 2014, certes, ça remonte un peu. Son dernier bon résultat, c'était 18e en 2023. Donc on verra si ça sera lui le leader de cette équipe. Il y a quand même Lorenz de Plus, que moi je vais surveiller d'un œil très proche. Lorenz de Plus qui semblait vraiment en forme sur le Tour d'Algarve. Après de là à briller sur l'Estrade Bianche, c'est une autre affaire, mais c'est un coureur sur lequel il faudra garder un œil. Pareil pour Omar Fraile, ça sera un très bon équipier, je pense. Donc peut-être plutôt leadership autour de Lorenz de Plus et Kwiatkowski. Je mettrais plutôt de plus, mais on verra comment ils vont s'organiser du côté de la Ineos, mais ça sera intéressant à suivre. On peut parler très rapidement d'Israël parce qu'il y a Jacob Fuglsang, mais bon, on sait que c'est plus trop dans l'air du temps. On a Simon Clark, mais c'est pareil, c'est un coureur qui est un peu dépassé. On verra si Chris Neylands ou Joe Blackmore. Joe Blackmore qui est un très jeune coureur de 22 ans, qui marche pas trop mal chez Israël, pour voir s'il y a moyen d'aller chercher un petit résultat pour l'équipe israélienne. Je voulais parler aussi de la Movistar, parce que la Movistar, ils ont des très beaux coureurs. Ruben Guerrero, bon, c'est pas trop la forme de sa vie. Pelayo Sanchez, qui est un bon coureur, mais surtout, je voulais parler de David Formolo. David Formolo, qui est un coureur qui fait toujours des saisons un peu dans l'anonymat, mais qui brille toujours sur l'Estrade Bianche. L'an dernier, il fait 7e, il fait 9e en 2023, 2e en 2020, donc on verra son état de forme le jour même. Mais j'ai très hâte de voir ce que va faire David Formolo. On sait que c'est un coureur qui a pas trop d'explosivité, mais il a tellement de force et il est très endurant. Donc ça peut évidemment être une course qui lui convient. Donc j'ai hâte de voir, même s'il a fait un début de saison très moyen, j'ai hâte de voir s'il va encore nous faire son petit top 10 habituel, le Davide Formolo, pardon. Faut qu'on parle de la Red Bull, parce que pour l'instant, Maxime Van Gils n'est pas annoncé dans l'équipe. Donc
petite surprise, mais bon, ils ont quand même des bons coureurs chez la Red Bull. Je pense que le leader devrait plutôt être Roger Adria, je dirais. On a des coureurs comme Gianni Moscon, etc., mais ils font plutôt les équipiers. On a Jan Tratnik, Tim Van Dyke. Tim Van Dyke, moi je suis vraiment hypé par le transfert des frères Van Dyke à la Red Bull. J'ai hâte de voir s'ils vont avoir le droit d'avoir un rôle de leader. Mais j'ai hâte de voir ce que va faire Tim Van Dyke. C'est peut-être un peu trop dur pour lui quand même comme profil, mais on sait que c'est un gars qui peut performer sur les Flandriennes. Il y aura Jan Tratnik. Euh, ouais, Jan Tratnik, c'est un coureur aussi avec énormément de force. Il a jamais trop brillé sur l'Estrade Bianche, mais il jouait pas vraiment sa carte. Donc on verra s'il joue sa carte ou s'il joue plutôt pour Roger Adria. Roger Adria qu'on a vu vraiment éclore au très haut niveau l'an dernier. Il n'a jamais participé au Strade Bianche, mais je pense que c'est un profil qui peut lui convenir. Donc malheureusement, une équipe Red Bull Bora qui sera un peu diminuée, parce qu'il n'y aura pas Maxime Van Gips, mais pourquoi pas aller chercher un beau résultat quand même. On parle rapidement de la Soudal Quick-Step, qui aura Mikel Landa en tant que leader, je pense. On a aussi Mattia Cataneo, qui peut avoir un profil qui correspond à cette course-là. Et puis Maurice Van Sevenant. Bon, je pense pas qu'ils vont jouer les premiers rôles dans cette équipe, mais il faut quand même qu'on en parle, parce qu'il y a Mikel Landa, c'est un très bon grimpeur, même s'il a jamais fait l'Estrade Bianche. Parce que c'est quand même une équipe qui a un peu un ADN de classique à la base. On verra s'ils sont capables de faire quelque chose. Mattia Cateno, je crois qu'il a jamais fini l'Estrade Bianche, pourtant c'est un profil qui pourrait un peu lui convenir. Et puis Maury Van Sevenant, on verra s'il arrive enfin un jour à percer. La Jake Walula, on en parle très rapidement parce qu'il y a Filippo Zana. Filippo Zana, début de saison anonyme, mais sur l'Estrade Bianche, c'est un profil qui lui convient. Il fait 9e l'an dernier, donc ça sera probablement le leader de l'équipe. Il faudra le suivre. Et puis après, la Visma Lease the Bike, évidemment, dont on doit parler un petit peu. Ils n'ont pas la grosse équipe. Leur leader, ça sera soit Attila Valter, soit Ben Tullet. Dans la dynamique actuelle, je dirais plutôt Ben Tullet que Attila Valter, parce que c'est le rôle qu'il a eu récemment sur les grandes courses quand même. Ben Tullet, il a 23 ans, il est en train de progresser. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit propulsé leader. Il fait troisième de la Drôme Classique. Donc ça montre qu'il est en forme. Après, Attila Valter, c'est aussi un coureur vraiment très en dents de scie, hein. Et il a déjà fait des beaux résultats sur l'Estrade Bianche. L'an dernier, il fait 19e, mais les 2 années d'avant, il fait 5e et 4e. Donc attention à lui, même si on sait qu'avec Attila Valter, c'est tout ou rien. On parle aussi de la Uno X, avant de finir avec Astana. Uno X qui aura pour leader, a priori, soit Magnus Cort Nielsen, soit Tobias Alan Johansson. Dans l'équipe, on a aussi Andreas Krohn, mais Andreas Krohn, ces derniers temps, il est un peu en dessous. En 2024, il a vraiment fait une saison creuse. Et là, ce début de saison 2025, ça n'a pas l'air incroyable non plus. Dommage parce que c'est un profil qui lui convient. Il avait fait 10e en 2023. Après, qui sera leader entre Kurt Nielsen et puis Tobias Allan Johansson? Kurt Nielsen, il a quand même fait un grand camino assez fort. Bon, la start list était vraiment très très basse en termes de qualité. Mais il a gagné 3 étapes, donc c'est pas rien. C'est un profil qui pourrait à peu près lui convenir. Mais peut-être ça grimpe trop, donc je dirais plutôt en termes de leadership Tobias Allan Johansson, euh, qui est un meilleur grimpeur, mais par contre il a jamais fait l'Estrade Bianche. Donc peut-être que son manque d'expérience risque de lui coûter un peu. On sait que c'est un coureur qui est aussi un peu impétueux. On se souvient de notamment quand il avait levé les bras devant Lenny Martinez à la classique du Var l'an dernier, je crois. Donc on sait que c'est un mec qui pète des plombs de temps en temps. Donc on verra s'il est capable de d'être assez concentré pendant toute la course. Et je voulais finir avec la Astana. Parce que la Astana, il y a un coureur qui s'appelle Christian Scaroni qui est dans la forme de sa vie, qu'il faudra vraiment surveiller. À l'époque, j'avais tendance aussi à parler de Ide Scaling, pardon, difficile à dire, mais là, ce sera un peu compliqué pour lui cette année, je pense. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à un beau niveau. Mais sur le papier, ça aurait pu être quelqu'un qui brille. Il y a Diego Ulissi, qui a aussi été transféré cet hiver depuis la UAE. Bon, 35 ans Ulissi, hein, ça commence à faire un peu vieux. Dommage parce que c'est vrai que sur le papier, c'est une course qui lui correspond bien. Il a fait 7e en 2016, mais bon, 2016, c'était il y a 9 ans. 14e en 2023. Ce sera un bon équipier. Je pense pas qu'il soit leader. Et ensuite, on aura Bettiol et Scaroni. Bettiol, on parlait des coureurs qui sont vraiment en dents de scie. Bettiol, c'est aussi le cas, hein, on va pas se mentir. Mais il a fait 4e en 2020, donc il faut évidemment en parler. Et il fait un début de saison plus qu'anonyme. Il a couru pas mal et son meilleur résultat, c'était 35e sur
la quatrième étape du Tour Down Under. Bon, a priori pas en grande forme Alberto Bettiol, mais c'était il y a longtemps, le Tour Down Under, c'était en janvier. Donc on verra s'il a pris en forme depuis. Un qui est en forme en revanche, c'est Christian Scaroni. J'allais dire l'homme à la moustache, mais je crois qu'il l'avait rasé entre deux sur le Tour des Alpes-Maritimes, mais c'est très fort, hein, Christian Scaroni. Il fait un beau début de saison en Espagne où il gagne pas, mais il fait cinquième, deuxième, troisième. Ensuite, il gagne la Classique VAR, il était fort. Il gagne le Tour des Alpes-Maritimes en étant très fort face au duo de la Bahreïn, Santiago Buitrago et puis Lenny Martinez, qui sont pas n'importe qui. Et là, après, il fait que 44e sur la Drôme classique. Mais ça sera un coureur à surveiller, évidemment, Christian Scaroni. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a discuté quand même assez longuement de ces Strade Bianche. Donc c'est une course qui est sur le papier toujours très intéressante. Après là, il y a quand même l'énorme épouvantail de Tadej Pogačar. Donc on va pas se mentir, hein. C'est possible qu'à 100 km de l'arrivée, on éteigne la téloche et qu'on aille jouer dehors parce qu'il fait beau. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Évidemment, c'est l'énorme favori. Moi, il n'y a pas de scénario dans lequel je le vois ne pas gagner. On verra si on arrive à s'intéresser à la course des deuxièmes. C'est pas toujours facile, hein. Moi, j'essaie de le faire, mais il y a des fois où je peux pas m'empêcher de dire bon, c'est un peu chiant. Mais donc, ouais, c'est sûr que la UAE va écraser la course, que Pogacar risque de gagner. Après, on aura des petites quêtes secondaires qui nous permettront de rester un peu éveillés devant la télé. Je pense notamment à la performance des Français. Moi, je vous disais, j'ai très hâte de voir ce que va faire la Groupama FDJ, voir si Romain Grégoire va être en forme pour taper un bon résultat. Qu'est-ce que va faire David Gaudu, s'il est présent, évidemment. Évidemment, Madouas, que j'ai très envie de voir ce qu'il va faire. Et puis après, côté autre Français, évidemment, on peut parler de Kevin Vauquelin, dont on a déjà discuté, et qui est parmi les favoris selon les bookmakers. Donc ça sera peut-être les enjeux qui nous permettront de rester un peu attentifs devant la course. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, le suspense risque d'être achevé assez rapidement. Voilà, je vous dis, profitez bien de la course quand même, amusez-vous bien, puis on se dit à un prochain épisode. Je pense que ça sera pour Milan-San Remo, et d'ici là, profitez du beau temps, regardez la télé quand c'est du vélo, et puis sinon allez faire du vélo dehors. Salut!